Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous, on est ravis de vous voir. On va commencer dans quelques minutes. Bienvenue donc sur cette plateforme Livestorm. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Livestorm, je vous propose de faire un mini tour d'horizon pour que vous puissiez avoir un bon aperçu des fonctionnalités avec lesquelles on va interagir ce matin. Donc vous voyez... normalement, vous voyez tous l'écran qui s'affiche avec la présentation. Tu pourras juste passer en plein écran, Perrine, quand tu seras prête. Et Régis, du coup, on a un petit peu de bruit de fond derrière, donc je te propose de te mettre en mute quand tu ne parles pas, comme ça, on s'entendra mieux. C'est parfait. Du coup, vous allez voir aujourd'hui la particularité de Livestorm, c'est que tout le monde va interagir dans le chat. Vous ne pouvez pas activer votre micro ni votre caméra. Mais on est très ravis de voir tous vos petits messages de bienvenue et très content de vous retrouver pour ce dernier webinaire de la saison 1 de Cyber for Good avec Perrine et Régis d'Advance. Donc sur votre droite, vous avez un petit panneau chat où vous voyez tous les petits messages de bienvenue qui font plaisir. Et vous voyez que juste en dessous, vous avez également un bouton questions juste à gauche du chat où là, vous allez pouvoir poser à Régis et Perrine toutes vos questions pendant toute la présentation de ce webinaire. Je leur poserai à l'oral. Donc, ne vous inquiétez pas, ils répondront à tout. Et encore à gauche, vous avez un petit bouton sondage qu'on va utiliser pendant ce webinaire pour vous poser des petites questions, savoir un petit peu plus sur votre rapport à la cybersécurité et vous permettre d'interagir. Du coup, si ça vous va, je vous propose qu'on commence. Perrine, si tu peux juste te passer en plein écran pour qu'on voit bien la présentation. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas encore notre beau programme Cyber for Good, une petite introduction sur qui on est et pourquoi on est tous ensemble aujourd'hui. Ouais, Perrine, j'attends. Si tu peux changer de slide, du coup. Ça bouge pas. Je sais pas si tu as changé ou pas, mais en tout cas, rien ne bouge côté présentation. Perrine? Ok, bon, je vais commencer l'intro le temps qu'on retrouve Perrine sur la présentation. Du coup, bienvenue, Cyber for Good. C'est un programme qu'on a lancé en septembre dernier pour une première édition. Donc, c'est encore tout nouveau. Et l'objectif de ce programme, c'est de répondre aux enjeux de cybersécurité chez les acteurs de l'ESS. Puisqu'on s'est rendu compte avec Advance que Régis et Perrine représentent aujourd'hui, et Charit, notre troisième partenaire du programme, qu'il y avait énormément de compétences dans ce domaine à mobiliser pour les acteurs de l'ESS, c'est-à-dire vous tous ici aujourd'hui. Et on a voulu sensibiliser et apprendre le plus de choses possibles aux associations, aux collectivités, aux entreprises sociales qui ne peuvent pas bénéficier toujours très facilement de ces compétences. Donc Advance est représenté par Régis et Perrine, qui sont spécialistes cybersécurité et qui vous en diront plus aujourd'hui sur la sauvegarde des données sensibles. C'est moi qui représente Latitude aujourd'hui, et notre mission chez Latitude, c'est de rapprocher les acteurs de la tech et de l'ESS, donc parfaitement en lien avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Et Charit, c'est notre troisième partenaire qui accompagne plus en profondeur des associations pour réaliser leurs projets numériques. Donc n'hésitez pas, je répète pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le petit onglet questions et à interagir dans le chat pour que ce soit le plus interactif possible. Et je reviendrai vers vous pour poser les questions à l'oral afin que Perrine et Régis puissent y répondre. Ah, on a retrouvé Perrine. C'est bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Super. Est-ce que tu peux toujours partager la présentation? Est-ce que là, vous voyez bien l'écran, du coup? Ouais, c'est parfait. C'est juste pas en plein écran, mais on voit ton PowerPoint. Ok. Du coup, sans plus attendre, je laisse la parole à Régis et Perrine pour introduire ce webinaire et vous présenter l'agenda du jour. Perrine, tu arrives à changer de slide, du coup? Ah, non, on ne voit plus la présentation. Ok, et ben je vais prendre le relais, du coup. Hop.
Est-ce que là, Régis, tu vois bien la présentation? Oui. Ok, super. Et ben, je te laisse commencer du coup le temps que Perrine règle ses soucis techniques. Oui, bah, je pense qu'à le partager, ça lui coupait le son, donc d'autres problèmes. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est donc l'actualité marquante, en vous donnant donc les enjeux et les quelques chiffres concernant le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la sauvegarde. Ensuite, nous vous aiderons à maîtriser les outils numériques du quotidien, donc notamment la définition, l'aspect fonctionnel et l'aspect technique sur les sauvegardes. Et enfin, par rapport à tout ce que nous aurons vu depuis le début, nous passerons à des cas d'usage et donc essaierons de vous présenter la manière de pouvoir, avec des fois peu de moyens ou beaucoup de moyens, comment faire en sorte de suivre les conseils qu'on aura pu vous distiller tout au long de la présentation. Vous voyez toujours mes slides? Oui. Ok, super. Moi, je vois les slides. C'est parti pour l'introduction. Ah, Perrine est repartie. Ouais, je sais pas, Perrine, on t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas, du coup? Ouais, c'est bon, t'entends. Oui. Okay, parfait. Bon, j'entends pas très bien Régis, mais du coup, j'entends très bien. J'entends très bien, c'est parfait. Donc, du coup, par rapport à l'introduction, donc la cybersécurité, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cyberattaques, qu'il y a tous les secteurs qui sont touchés. En fait, il n'y a pas un secteur qui est plus atteint que d'autres. Tous les secteurs sont touchés, que ce soit au niveau de la santé, au niveau du retail, au niveau du public. Aujourd'hui, les cyberattaquants sont de plus en plus... ils ont de plus en plus de techniques pour atteindre tout ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, il faut faire très attention parce que depuis, entre autres, la crise du Covid, il y a de plus en plus de personnes qui sont... le monde est de plus en plus digitalisé, donc de plus en plus de personnes avec le télétravail qui est sur des postes de travail à distance. Et donc, les menaces sont de plus en plus complexes au niveau des attaquants et tout est de plus en plus compliqué. Alors, Léa, est-ce que tu peux passer au suivant, s'il te plaît ? Parfait. Alors, on va commencer avec quelques chiffres. Donc, la cybersécurité, aujourd'hui, ce n'est plus une option. Tout ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde il doit être impacté par la cybersécurité, puisqu'aujourd'hui, la sensibilisation auprès de la cybersécurité, c'est ce qui va vous permettre de limiter les attaques et de vous protéger au mieux. Donc, pour donner quelques nombres, 40 milliards, ce sont les nombres de données personnelles qui ont été piratées en 2021. On n'a pas encore les nombres en 2022, puisque ce chiffre vient de la CNIL et va être renouvelé entre le mois de mars et le mois de mai pour l'année 2022. Mais par contre, on a déjà quelques chiffres pour l'année 2022 qui ont été recensés par l'ANSSI, qui sont en fait 831 intrusions avérées. Donc là-dedans, il y a aussi bien des ransomware que du phishing ou que plein d'autres cyberattaques possibles, dont on expliquera après. Alors, au niveau des exemples qu'on peut avoir d'attaques, il y a eu le centre hospitalier de Corbeil, donc en Essonne, qui a été attaqué donc, au mois d'août de cette année par un ransomware. Donc, un ransomware, c'est en fait une sorte de malware, de virus, de code malveillant qui a été installé sur le système informatique de l'hôpital et qui a chiffré toutes les données, donc codé toutes les données du centre hospitalier. Et en échange de la clé de déchiffrement, les attaquants demandent une rançon. Donc la rançon pour le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, elle était de 10 millions d'euros. Donc bien sûr, il ne faut pas payer la rançon pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est pas parce que vous payez la rançon que vous êtes sûr que les attaquants vont vous donner la bonne clé. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous payez la rançon qu'ils ne vont pas vous redonner un ransomware juste derrière, vu que vous avez déjà payé une fois. Après, il y a eu d'autres types d'attaques. Je ne sais pas si, Régis, tu veux en parler. Oui, donc les exemples qui sont donnés, donc notamment la Croix-Rouge. Là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est que uniquement des données personnelles ont été reprises. Il n'y a pas eu de ransomware qui a été posé sur le SI.
mais du vol de données. Et c'est souvent le cas on parle souvent des ransomware parce que c'est quelque chose qui fait peur à l'ensemble des entreprises, hein, se voir chiffrer l'ensemble de ces données, notamment lorsqu'il s'agit d'un patrimoine de sociétés qui ont énormément de données. C'est très handicapant, mais le fait de se faire voler ces données l'est tout autant, car ces données contiennent pour les attaquants une valeur marchande très importante. Et donc, l'article du dessous recense surtout, c'était pour donner un chiffre, hein, c'est en 2020, 192 attaques qui ont été répertoriées, donc contre 54 l'année précédente. Et comme on peut le voir, 831 intrusions en 2022. On voit que le chiffre est exponentiel. Et bon, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais je ne pense pas que ça va s'améliorer pour les années à venir, si en tout cas on ne fait pas tout pour endiguer cette situation. Léa, tu peux... Donc, du coup, maintenant, on va vous parler donc, de maîtriser ces outils, vraiment tout ce qui est lien avec la sauvegarde. Donc, Léa, si tu veux bien passer, s'il te plaît. Ça y est. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un peu de lag de ton côté. Parfait. Alors, donc les 3 grandes étapes pour vous parler de la sauvegarde. Donc, la première, ça va être en fait de vraiment définir, de comprendre ce qu'est une sauvegarde, ce qu'on entend par procédure de sauvegarde, comment en créer une. Ensuite, on va vous parler de l'aspect fonctionnel. Donc, ça va vraiment être en lien avec tout, en fonction de votre contexte de l'entreprise, on va pouvoir créer telle ou telle sauvegarde va être plus utile qu'une autre. Donc, en fonction vraiment donc, de tout ce qui va être votre périmètre, votre patrimoine, votre secteur d'activité. Et une fois qu'on aura cet aspect fonctionnel, on va vous parler de l'aspect technique qui en fait revient vraiment à passer de l'aspect fonctionnel à une solution de sauvegarde que vous allez pouvoir utiliser pour vos données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces étapes, elles sont bien entendu dans l'ordre. C'est-à-dire avant de s'attaquer à mettre un logiciel, quel qu'il soit, il faut avoir réfléchi à sa sauvegarde. Donc, on va rentrer plus dans le détail, mais notamment avoir compris ce qu'on souhaite sauvegarder pour arriver à la fin à juste décliner ce qu'on souhaite sauvegarder sur une solution de sauvegarde. Et du coup, ça paraît beaucoup plus facile. La partie technique paraîtra beaucoup plus facile si tout ce qui a dû être fait en amont a été fait correctement. C'est bon. Donc d'abord, on va vous définir du coup ce qu'est une sauvegarde et comment créer une procédure de sauvegarde. Donc si tu veux bien passer, Léa, s'il te plaît. Donc on a d'abord une petite question pour vous. C'est en fait, dans votre sens, si vous pouvez répondre dans le chat, ce qu'est une sauvegarde pour vous, qu'est-ce qu'on entend par là dans votre entreprise ou dans tous les cas que vous pouvez comprendre. Je viens de poser la question, du coup, n'hésitez pas à directement répondre dans le chat, comme disait Perrine. Qu'est-ce qu'une sauvegarde pour vous? On voit qu'il y a des personnes qui tapent le backup des données, dit Dania. Une copie saine des données, une copie de données. La team copie de données est présente ce matin. Sauvegarde des données complètes, anonymisées et si possible à plusieurs endroits de sauver. On voit que Perrine a suivi les premiers webinaires Cyber for Good, hein, enregistrés sur un support des données, nous dit Rachel. Je ne sais pas si vous avez encore quelques autres réponses. Bien sûr, on va vous donner la solution. Enregistre une copie des données anonymes à un instant T et de manière répétitive. Régie, je ne sais pas si tu veux reprendre les questions et commenter, donc du coup, peut-être avant qu'on explique la définition. Alors, il y a des bonnes réponses. Et en effet, c'est bien comme beaucoup disent, donc une copie, une image. Le fait de faire une sauvegarde complète, comme dit Perrine, oui, mais pas que. Anonymiser, c'est surtout en fait, voilà, on va donner la réponse, mais beaucoup ont déjà compris le concept de la sauvegarde, donc qui est bien une image, un backup des données qui doit être fait de manière complète, répétitive, à différentes parties de la journée, différents moments de la journée.
et sur un stockage voilà, qui soit à différents endroits. Donc, mais on va décliner tout ça de manière plus technique et fonctionnelle maintenant avec la suite. Je crois qu'on a perdu Perrine, malheureusement, les joies du direct. Donc, si tu veux enchaîner, Régis, vas-y. Je vais prendre la suite. Donc, sauvegarder ces données. Donc, la sauvegarde, c'est le même principe qu'une bibliothèque. Il faut sauvegarder notre connaissance et notre savoir-faire de manière organisée et sécurisée. Pour vous, ça consiste à sauvegarder votre patrimoine, quel qu'il soit, quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est. Après, le secteur d'activité dans lequel vous êtes va forcément impacter la manière dont vous allez sauvegarder vos éléments. Donc, la gestion des sauvegardes, c'est définir ces données les plus critiques qu'on souhaite sauvegarder, définir la fréquence des sauvegardes par rapport à ses besoins opérationnels, choisir ses moyens de sauvegarde, donc le cloud, un serveur de sauvegarde. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un serveur de sauvegarde? C'est une baie dans laquelle on peut retrouver plusieurs disques durs. Ça peut être aussi un NAS. Ça peut être des disques durs en interne, des bandes magnétiques. Enfin bref, tout moyen qui permet, en dehors de votre serveur de données, ou en tout cas de vos données, si vous n'avez pas de serveur de données, mais que vous faites depuis les postes de travail, c'est avoir quelque chose sur lequel vous centralisez vos données et qui permet d'avoir une copie de toutes vos données. Ensuite, ce sera extraire physiquement et localement, quoi qu'il arrive, ces sauvegardes numériques. Donc ça, on va l'expliquer après. Il ne suffit pas de faire des sauvegardes pour être sauvé. Il faut derrière pouvoir avoir une procédure qui permette d'avoir ces sauvegardes de manière saine. Donc pour cela, il existe une règle qui est assez vieille, utilisée dans pas mal d'organismes étatiques, notamment l'armée. Donc, c'est la règle du 3-2-1, donc, qui consiste à disposer donc, de 3 copies de vos données, au moins, de stocker ces copies sur 2 supports différents et de conserver une copie de la sauvegarde dans un local sécurisé. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? La première des copies de vos données, c'est celle sur laquelle vous avez travaillé. Donc, si vous avez votre poste de travail ou un serveur de données, ça, il s'agit de la première copie. Ensuite, on va décliner cette copie sur 2 autres supports. Donc, ça peut être un NAS, ça peut être un autre serveur, enfin voilà, un autre moyen qui permet. Et ensuite, un deuxième support. Donc, ce deuxième support, généralement, on essaie de le mettre dans un endroit géographiquement indépendant du premier. Ça peut être donc le cloud, ça peut être sur un serveur de sauvegarde à bande magnétique que vous déconnectez. Donc, physiquement, il est sur le même site, mais il est déconnecté. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de risque et donc de bien prendre en compte les procédures. C'est que le moyen qu'on va mettre géographiquement ailleurs, ça va dépendre aussi de toutes des situations de risque que vous devrez prendre en compte lorsque vous faites votre procédure. Notamment, si pour vous, la priorité, c'est de se prémunir de ransomware, c'est surtout avoir le moyen de déconnecter, même s'il est sur le même site, parce que vous n'avez pas d'autres risques à prendre en compte, ce sera très bien. Si en revanche, votre risque à vous prioritaire, c'est la météo, les risques technologiques, parce que dans votre quartier, il y a beaucoup de coupures électriques qui peuvent abîmer vos serveurs et vos moyens numériques, et ben on va favoriser le fait de le mettre dans un endroit géographiquement à part de votre SI principal. Donc, ça peut être si l'entreprise est coupée en 2 parties, que c'est dans des régions différentes, même des fois séparées de 50 ou 100 km, ça suffit amplement. Ça ne sert à rien d'être à l'autre bout du monde. Mais voilà, l'objectif, ce sera d'avoir donc un autre support. Et maintenant, donc, c'est pour ça que cette règle du 3-2-1 historique est devenue maintenant, on va plus parler de la règle du 3-2-1-1-0. Donc, on va rajouter la partie hors site, comme je vous le disais, mais également le zéro erreur. Donc, le zéro erreur, c'est comment on garantit ce zéro erreur. Donc, ce sera expliqué techniquement par la suite dans le webinaire. C'est surtout vérifier ses sauvegardes et faire des tests. Malheureusement, le fait de faire des sauvegardes ne veut pas dire que tout a bien été sauvegardé, que tout est sain et que vous pouvez réutiliser derrière, en cas de restauration, toutes les sauvegardes que vous avez pu faire. Donc, il faut garantir ce zéro erreur et c'est donc au travers de tests et de vérification des journaux et de plein d'autres manières qu'il faut vérifier ça.
Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Donc, sauvegarder ces données, c'est aussi les sécuriser. Donc, les sécuriser comment? Comme tout SI, ce qu'on cherche à faire, c'est de donner les autorisations et les accès aux personnes et aux éléments qui peuvent aller. Donc, le droit d'en connaître ou le droit d'utiliser. Donc, pour cela, c'est minimiser le plus possible le nombre de personnes ayant accès à ces sauvegardes. Généralement, on essaie de créer un utilisateur qui soit propre à la sauvegarde et cet utilisateur est le seul à pouvoir y accéder. Donc, le mot de passe est gardé. Il n'y a que la solution qui fait les copies et un admin qui est préposé aux sauvegardes. Sur les sauvegardes extraites physiquement, les protéger dans un espace sécurisé, une pièce fermée à clé, un coffre-fort, une armoire à clé. Peu importe les éléments, les entreprises les plus riches ont des moyens hyper sécurisés. Ça ne veut pas dire qu'avec des petits moyens, on ne peut pas sécuriser une sauvegarde extraite physiquement. Il suffit juste de trouver un endroit dans lequel le mettre qui est fermé à clé et que personne ne peut accéder. Et enfin, activer une authentification forte. Donc là, vous entendez tous parler du MFA. C'est exactement ce à quoi on fait allusion lorsqu'on parle d'authentification forte. C'est bien d'avoir un utilisateur, que cet utilisateur soit identifié comme étant l'administrateur de sauvegarde, mais il faut être sûr que l'intégrité et l'authenticité de cet utilisateur ne sont pas à remettre en cause. Donc, l'authentification forte permet cela. Et ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est tester ces sauvegardes entières régulièrement, au minimum annuellement. Donc, tester ces sauvegardes, c'est quoi? C'est avoir un petit poste sur lequel vous venez, soit vous avez un lab complet, vous pouvez retester tous vos sauvegardes, ce qui est très rare, mais au moins pouvoir aller vérifier que votre base de données se remet bien sur un environnement que vous avez défini et voir que cette base de données est intègre et disponible lorsque vous la restaurez et que vous pouvez l'utiliser si jamais il y avait un accident. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance sur cette première partie sur la sauvegarde des données avant qu'on passe à la suite? N'hésitez pas à nous les poser dans le chat ou sur l'onglet questions et Régis et Perrine pourront y répondre. Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en train de taper. Ah oui, on a une question. Sur la connexion. Alors, on n'arrive pas à voir la question a priori. Je présume de la question, mais je vais laisser quand même. Je vais la laisser apparaître, mais je pense que c'est savoir surtout. La connexion entre serveur et machine. Ouais, donc c'est-à-dire, vous voulez dire, est-ce que sur un système indépendant, non, sur un réseau indépendant? Régis, c'est tellement fort, il arrive à deviner les questions avant même qu'elles soient posées, quoi. J'essaye. Ça, c'est très impressionnant. Ouais, je ne sais pas si on en sait un petit peu plus. Sinon, on peut toujours enchaîner et garder la question pour la fin. En tout cas, je vais essayer de répondre malgré qu'on n'a pas encore la question. Alors, si c'est une question de... voilà bah, ça va être, donc c'est bien ça. Donc, en effet, l'objectif, c'est, lorsque l'on a la possibilité de le faire, c'est d'avoir une segmentation, voire un cloisonnement complet entre son système informatique usuel et son système de sauvegarde. Je m'explique. Lorsque on connecte l'ensemble de son réseau, on a un switch. Ce switch permet de créer ce qu'on appelle des VLAN, donc des virtual local. Donc, on coupe en fait les liens réseau en plusieurs, et donc qui sont virtuels et donc agrégés pour différents lieux du réseau. L'objectif, c'est d'avoir donc le réseau usuel qui fonctionne déjà et découpé de manière à ce que l'on sécurise ce qu'on veut protéger. Et le système de sauvegarde, lui, doit être justement soit dans un VLAN particulier et au maximum, lorsqu'on peut, c'est venir mettre un filtrage devant
Donc, c'est-à-dire de faire en sorte que l'on a un pare-feu, ou ça peut être un pare-feu comme on en voit souvent, donc des UTM ou des Next Generation, ou simplement une machine sur laquelle on vient mettre un petit Linux, un petit pare-feu, et sur lequel on autorise que les flux entre le serveur de données ou les différentes machines vers ce serveur de sauvegarde. Ce qui permet que lui récupère toutes les données, les réunit en un seul endroit et évite que n'importe qui puisse accéder à ces données, puisqu'on aura d'une part filtré donc l'accès au serveur de sauvegarde, une authentification forte et un seul utilisateur authentifié et identifié. Ça permettra de pouvoir sécuriser ce serveur de sauvegarde. Super, merci beaucoup Régis. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les poster, on pourra y répondre juste après. Et avant de commencer cette deuxième partie, on vous propose un petit sondage qui vient d'apparaître dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran sur les principaux risques pour les sauvegardes. C'est le prochain sujet qu'on va aborder et on est curieux du coup de voir quels sont les risques principaux pour vous pour les sauvegardes. N'hésitez pas du coup à nous renseigner. Donc les ransomware, la météo, les pannes technologiques, est-ce que juste vous en savez rien? On a a priori une petite majorité sur les pannes technologiques. Ah, la météo reprend du galon, hein, météo et ransomware, ou rançongiciel en français. Bon, apparemment, tout le monde a une idée, en tout cas, personne n'a voté pour aucune idée, donc c'est très intéressant. Et du coup, on va vous répondre tout de suite sur cette question. Oui, donc du coup, vous m'entendez bien là, c'est bon? On t'entend très bien. Parfait. Donc du coup, alors d'abord, on va réévoquer ce qu'est un risque. Donc en fait, c'est la probabilité qu'une menace particulière, elle puisse exploiter une vulnérabilité donnée sur votre système ou dans votre entreprise. Donc c'est vraiment la combinaison de la menace qui peut être un type d'attaquant et d'une vulnérabilité, d'une faille que vous avez dans votre système. Du coup, il y a plusieurs risques possibles pour les sauvegardes. Donc, comme vous avez pu vous en douter dans le petit sondage, donc les 3 sont très importants, hein, les ransomware, qui sont aussi bien appelés rançongiciel en français. Donc, c'est le fait d'avoir un malware, un type de malware qui va chiffrer vos données en échange d'une rançon pour les décrypter. La météo, les intempéries, les inondations, tout ce qui est en lien avec l'environnement, ça peut avoir un impact, surtout sur la partie physique de vos sauvegardes. Et les pannes technologiques, que ce soit les coupures de courant ou les serveurs de sauvegarde qui deviennent HS, ça peut aussi avoir un très gros impact. Les principaux risques au niveau des sauvegardes, ça va être le risque de perte, de vol, de panne ou de piratage, de destruction des données. Donc, c'est à ça qu'on va vouloir absolument mettre des mesures de sécurité pour éviter tous ces risques-là. Tu peux passer du coup, Léa. Et donc, au niveau des données, aujourd'hui, dans l'idéal, on voudrait tout pouvoir sauvegarder. Si on demande à un client ou n'importe qui ce qui est important de sauvegarder, souvent ils répondent que tout est important. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il faut savoir en fait prioriser les données que vous avez pour pouvoir sauvegarder les plus importantes, puisque bien sûr, ça va dépendre du coup que vous voulez donner. Que vous voulez mettre dans votre sauvegarde, et aussi des données les plus importantes, celles que vous voulez absolument garder, les plus sensibles. Pour expliquer cela, il faut reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, donc l'histoire du 3-2-1. Donc, lorsqu'on fait donc la première copie qui correspond à l'ensemble de vos données, on peut tout copier sur un serveur parce qu'on a la place. Malheureusement, lorsqu'on va vouloir faire la copie hors site ou la copie déconnectée, que ce soit sur du LTO, sur un autre serveur ou autre, il faut comprendre qu'on ne peut pas les faire de manière toujours optimale, que ça a un coût. Et donc, on va devoir, à un moment donné, selon le secteur d'activité dans lequel on est, par exemple, lorsqu'on prend des données santé pour un hôpital, la donnée principale pour eux à sauvegarder, à toujours garder et à avoir sous la main dans l'archivage, ça va être les données patients. Donc, on va forcément mettre une priorité là-dessus, et donc le coût que l'on va donner va s'appuyer là-dessus, et au risque de perdre d'autres données,
mais c'est ça qui est important pour l'entreprise pour pouvoir laisser vivre l'entreprise derrière. Merci beaucoup, Régis. Exactement. Et du coup, pour continuer sur la sauvegarde des données, encore une petite question pour vous que je viens de vous poster dans le chat. Aujourd'hui, comment est-ce que vous sauvegardez vos données actuellement, soit dans votre association, soit même vos données personnelles d'ailleurs? Quels sont les mécanismes de sauvegarde que vous employez? N'hésitez pas à tout nous dire dans le chat. NAS, disque dur, cloud et disque dur, Drive Cloud USB sous coffre. Il y a des personnes qui maîtrisent déjà le 3-2-1. Time Machine sur un Mac et cloud. On a pas mal de cloud en effet. Encore du cloud et disque dur. Backup semi-automatisé sur 2 espaces différents. OneDrive de Microsoft. Ok, bah on est plutôt pas mal en termes de multiplicité de types de sauvegarde. Vous êtes déjà pas mal. Alors du coup, comment sauvegarder vos données? La réponse en direct. Alors, ouais, donc du coup, il y a plusieurs moyens. Donc vous en avez cité certains dont on fait partie dans la grande explication, mais il y en a quelques-uns d'autres. Donc bien sûr, il y a le disque dur, donc le hard disk driver, qui permet qui permet en fait d'avoir une lecture et une écriture des données grâce à des composants mécaniques. Alors par contre, il faut faire attention, le disque dur, il est bien sûr pas éternel. En moyenne, on dit qu'il a une durée de vie de 5 à 7 ans, mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand il va nous lâcher. Donc, il faut faire attention à ça. Mais par contre, c'est vrai que c'est très pratique et pour pouvoir le placer quelque part ou sous coffre, c'est quand même plus simple que certains autres systèmes. Alors ensuite, vous avez le NAS, le Network Attached Storage, qui est en fait un appareil de stockage autonome qui permet de se connecter au réseau privé ou professionnel via Internet. Donc ça, le NAS, il permet en fait de sauvegarder, de partager, de sécuriser, mais aussi de faciliter l'accès aux fichiers depuis plusieurs appareils différents. Donc ça peut être en fonction de votre usage, de ce dont vous avez besoin, ça peut être un avantage. Ensuite, vous avez le SAN, donc le Storage Area Network, qui est en fait un stockage qui est basé sur des blocs et avec une architecture à haute vitesse qui se connecte à des serveurs avec des unités logiques qu'on appelle des LUN, LUN. Et donc, en fait, des unités logiques, c'est aussi des plages de blocs qui sont extraites d'une sorte de pool de stockage partagé et qui sera présenté au serveur en tant que disque logique. Donc, en fait, pour résumer, un SAN, c'est une architecture de réseau de stockage commune qui fournit en fait un débit élevé et une faible latence pour les applications critiques. Donc, ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous avez les bandes LTO, donc LTO qui veut dire Linear Tape Open, qui sont en fait des techniques de stockage sur des bandes magnétiques. Donc, même si en soi le disque est plus rapide, la bande LTO, elle a pour avantage de pouvoir sauvegarder plus de données et de pouvoir les conserver à l'état plus longtemps. Donc, du coup, ça peut être parfois un peu plus utilisé. Enfin, c'est encore très utilisé. C'est un peu le même principe que des bandes magnétiques, enfin, que des cassettes vidéo dans l'idée. Donc, voilà. Après, vous avez Appliance Immutable, donc qui sont en fait des stockages immuables. Donc, ce sont des volumes de stockage qui peuvent être écrits une seule fois et lus ou consultés aussi souvent que nécessaire. Donc, l'avantage, c'est que les données stockées dessus, elles sont stockées sur des référentiels de stockage immuables et elles peuvent être ni modifiées ni supprimées pendant une période de conservation qui a été définie par l'utilisateur. Donc ça peut être pratique si jamais vous ne voulez avoir une sauvegarde assez qui ne se modifie pas. Et enfin, vous avez le cloud comme le Disaster Recovery as a Service, qui est en fait un service de récupération instantanée qui va exécuter les systèmes via un centre de données hors site ou alors via un stockage comme par exemple AWS, le cloud, Google Cloud Platform ou des choses comme ça. Je ne sais pas si Régis, tu veux rentrer plus dans les détails. Alors, par rapport justement à la plupart des réponses données, je vois que le disque dur est très utilisé. Et donc, soit un NAS ou le cloud. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut voir
Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais duo. En effet, ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce que disait Perrine au début. Le disque dur, c'est très bien. Le coût en plus au gigaoctet maintenant est beaucoup plus faible qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. Et on peut avoir des disques durs avec des très grandes capacités pour maintenant très peu cher. Par contre, en effet, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on va utiliser le disque, plus sa durée de vie va être limitée. Un choc peut en effet casser certains secteurs. Donc, il faut le prendre en compte lorsque vous faites vos sauvegardes et l'identifier ce risque, soit en changeant régulièrement de disque dur, peut-être en multipliant le nombre de disques durs sur lesquels vous faites vos sauvegardes et faire des rotations assez récurrentes pour dire de ne pas avoir ce risque d'avarie qui pourrait handicaper votre récit en cas de, malheureusement, d'attaque. Je sais pas si tu veux les donc, oui, donc sur les solutions, donc on essaie de prendre donc ce qui se faisait un petit peu de ce qui était le plus référencé, le plus connu, le plus facile d'utilisation pour vous donner des solutions que vous puissiez exploiter. Donc, si on prend dans les solutions payantes, l'un des leaders du marché reste Acronis. Hein. Donc, on peut le trouver pour des coûts, pour un coût à partir de 49 €. Vous pouvez aussi avoir sur à peu près les mêmes segments de prix Shampoo et Iesus, donc qui sont des bonnes solutions, faciles à utiliser, à prendre en main. Elles ont pour avantage de vous offrir aussi des incrémentiels et des différentiels, donc ce qui est très, très important, et nous le verrons par la suite pourquoi. Vous avez aussi, si jamais le besoin financier n'est pas sur la solution, c'est des solutions gratuites. Donc, vous avez notamment celle de Windows, par défaut, qui vous permet de faire un backup d'un disque complet et de le mettre à l'endroit que vous le souhaitez. Sauvegarde facile qui fait la même chose, ou Aome, backuper standard. J'ajouterai aussi Duplicati, qui est une solution qui, pour le coup, permet de faire de la différentielle et donc qui peut s'avérer utile pour refaire des sauvegardes supplémentaires aux complètes que vous souhaiteriez faire. Et ensuite, vous avez bien entendu les solutions cloud, hein, donc vous les connaissez tous, OneDrive, AWS ou Google Cloud Platform. Les coûts, donc là, tout va dépendre de la manière dont vous souhaitez faire la sauvegarde. Si c'est pour un besoin personnel ou que les coûts sont assez réduits, si vous le mettez sur l'entreprise, et donc parce que vous allez utiliser plusieurs postes à partir desquels vous allez faire les sauvegardes, les coûts peuvent monter à 15 à 20 € par mois. Donc là, c'est de l'abonnement. Et c'est généralement bloqué à une centaine de gigas de 100 à 1 Tera, je crois, donc en limite. Voilà. Donc, comme on le met, il faut le choisir selon le budget. Si rien ne sert de tout mettre dans la solution, derrière, ça va être la manière dont vous allez implémenter vos sauvegardes. Alors ensuite, vous avez plusieurs obligations de rétention. Donc, bien sûr, vous avez vos sauvegardes peuvent avoir un impact dans le cadre légal et juridique. Et donc, du coup, il faut faire très attention. Donc, les principales données, donc ça, c'est dans le cadre du RGPD, donc le Règlement général de la protection des données. Donc, on vous a remis après le slide pour pouvoir vous expliquer pour que vous puissiez regarder la session qui avait été portée sur le RGPD. Mais dans l'idée, les principales données que vous devez garder, donc le droit à l'oubli, donc c'est en fait pendant 3 ans, au bout de 3 ans, vous devez supprimer les données personnelles des personnes qui sont inactives dans votre entreprise, de votre base de données. Ensuite, vous avez 13 mois, c'est le maximum pour garder les données au niveau du consentement du traitement des cookies. Au niveau des données, quand vous avez un contrat dont vous détenez des données personnelles, la personne peut vous les demander jusqu'à 1 mois. Et ensuite, vous pouvez les supprimer. Et enfin, les contrats, tout ce qui est en lien avec les données liées aux candidats
que vous avez eues, donc tout ce qui est CV que vous n'avez pas retenu, vous pouvez les garder pendant 2 ans et ensuite vous devez vous en débarrasser. Pour les données personnelles des salariés, une fois qu'ils sont partis, vous devez les garder pendant 5 ans. Et ensuite, vous devez vous en débarrasser, c'est pareil. Il en va de même pour les contrats commerciaux. Pour les documents comptables, c'est en moyenne 10 ans. Donc, bien sûr, ça, n'hésitez pas à revoir dans le règlement RGPD parce que il peut y avoir des cas par cas en fonction de si c'est des factures, si c'est des grands livres, des livres d'inventaire, si c'est des pièces justificatives comme des bons de commande ou autres. En moyenne, c'est 10 ans, mais faites attention quand même. Et enfin, les données médicales, c'est pour les hôpitaux et tout ça, c'est 20 ans pour tout ce qui est, par exemple, en fait, c'est 20 ans une fois que vous n'avez plus été dans cet hôpital et que vous n'avez plus de traitement là-bas. Donc, si vous êtes patient depuis 10 ans ou vous y retournez 15 ans après, ils auront encore votre dossier, ils peuvent encore garder votre dossier. Donc, voilà. Et après, bien sûr, tout ce qui est, par exemple, les données des salariés, c'est jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 75 ans. Et pareil, pour tout ce qui est bulletin de paie dématérialisé, souvent, c'est pendant une durée de plus de 50 ans parce que le salarié peut être amené à vous les demander au moment de sa retraite ou des choses comme ça. Merci beaucoup, Perrine. Et effectivement, comme tu disais, je viens de poster dans le chat le lien du replay du webinaire RGPD si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce point-là. Du coup, on va passer à l'aspect technique. Et avant de commencer, un petit sondage que je viens de publier. Est-ce que vous connaissez la différence entre sauvegarde différentielle ou incrémentielle? Très rapide, oui, non. Alors, pour l'instant, on a plutôt du non. Quelques oui quand même, mais effectivement plutôt du non. Donc, ça ne sera pas un rappel inutile. Je vous laisse enchaîner du coup. C'est Régis. Régis, C'est mieux, Régis. Sans le micro, ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, pour les différentes méthodes qui existent à l'heure actuelle sur les sauvegardes, donc il y a la complète que j'ai cru voir que beaucoup de gens la maîtrisaient vu que c'est celle-ci qu'ils utilisent, c'est-à-dire prendre une copie totale de vos données pour les mettre sur un autre support. Donc, on appelle ça une sauvegarde complète parce que dedans, il y a l'ensemble de vos données et si elles sont vérifiées, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vous êtes sûr de pouvoir les utiliser. Donc, c'est la meilleure protection possible. En revanche, elle nécessite beaucoup de place. Selon le nombre de données que vous voulez sauvegarder, il faudra exactement avoir la même chose à côté pour pouvoir faire cette copie complète. Ensuite, il existe la différentielle et l'incrémentielle. Donc, je vais essayer de les prendre toutes les deux puisque elles se ressemblent énormément lorsqu'on la regarde comme ça. Il y a des points similaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'incrémentiel, c'est de sauvegarder uniquement les informations qui ont été modifiées depuis la dernière sauvegarde. Donc, si vous faites toute la semaine des incrémentiels, il va toujours prendre comme point de référence l'incrémentiel de la veille pour faire sa sauvegarde. En revanche, le différentiel, lui, elle ne fait que la sauvegarde de ce qui a été ajouté sur votre récit depuis la dernière sauvegarde complète. C'est-à-dire, si vous faites une sauvegarde complète le dimanche, elle va sauvegarder, et que vous faites une différentielle le vendredi, elle va sauvegarder tout ce qui s'est passé dans la semaine depuis dimanche, c'est-à-dire la dernière sauvegarde complète. On a fait des petits schémas d'ailleurs pour pouvoir expliquer cela de manière plus concrète. Donc voici. Par exemple, là, on va faire. Donc ça, c'est pas la complète, c'est la différentielle. C'est voilà. Donc la différentielle, on fait une complète. Donc ce qui est en orange, qui correspond au 1 giga. Et derrière, on va donc rajouter les 200 MO. Ensuite, les 200 MO vont bien rester là puisqu'on fait une différentielle. Va s'ajouter à cela les 300 MO, 100 MO qui ont été faits donc, dans la journée précédente et ainsi de suite jusqu'à la dernière différentielle, donc qui détiendra 500 MO, qui sont donc tout ce qui s'est passé entre la dernière sauvegarde d'1 giga et la dernière. En revanche, l'incrémentiel va faire que depuis la dernière incrémentielle, c'est-à-dire on fait une complète, donc qui est la zone orange à 1 giga, et toutes celles qui suivent prendront donc largement moins de place, donc comme on peut le voir. Mais en revanche, si
c'est votre complète qui est compromise, et ben vous perdez le bénéfice de votre complète. Si vous perdez celle de 200 MO, vous aurez réellement perdu ces 200 MO et vous ne pourrez plus les récupérer. Donc c'est bien, c'est rapide, ça permet d'économiser de la place. En revanche, il faut accepter le risque de perte. Voilà. Après, en termes de rapidité d'exécution, puisque maintenant, en effet, ce qu'on avait le temps de faire avant, on a de plus en plus de données. Donc, en effet, l'incrémentiel reste la meilleure solution si on a énormément de données et qu'on doit aller vite pour faire les sauvegardes. Ouais, donc du coup, en fréquence de sauvegarde, donc il y en a plusieurs. Il y a la journalière qui va avoir du coup comme avantage d'avoir toutes les données, mais donc du coup de ne pas avoir de pertes. Enfin, ça va limiter les pertes en cas d'attaque. Par contre, vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace de stockage. Donc, on préconise plutôt une incrémentielle au niveau de la journalière. Au niveau de l'hebdomadaire, ça prend moins de place du coup que la journalière, puisque c'est moins récurrent, mais ça va quand même prendre ça va quand même prendre de la place de stockage et surtout, il y a un risque de perte de données si jamais il y a une attaque au milieu de la semaine. Donc, on va plutôt vous proposer de faire une différentielle en hebdomadaire. Et enfin, en mensuel, là, l'avantage, c'est que ça prend beaucoup moins de temps puisque vous le faites qu'une fois par mois. Mais par contre, il y a un risque de perte de données beaucoup plus élevé en cas d'attaque. Donc là, on proposera plutôt une complète. Il faut savoir qu'en majorité, donc ça va dépendre vraiment de votre entreprise et de tout votre système d'information et des données que vous voulez sauvegarder. Mais en majorité, on essaye au minimum de proposer une sauvegarde complète chaque semaine et au moins une sauvegarde quotidienne, donc qui peut être soit en incrémentiel, soit en différentiel. Du coup, il y a plusieurs moyens de protection. Donc, au niveau des moyens logiques, vous avez tout ce qui va être la gestion des profils au niveau des accès des sauvegardes. Donc, plus vous limitez les accès et les profils, moins vous aurez de risques pour qu'il y ait une usurpation d'identité au niveau de vos comptes d'accès aux sauvegardes. C'est pareil, ça va du coup sécuriser les données, donc par exemple les chiffrés ou autres, et sécuriser aussi l'accès aux serveurs sécurisés. Donc par exemple, ne donner des droits qu'à des personnes dédiées et qui en ont vraiment besoin. Régis, je ne sais pas si tu veux faire la partie physique, puis enchaîner avec la suite. Pour la partie physique, donc c'est là où vous allez conserver donc vos supports, donc les supports externes, ne pas les mettre sur un bureau en juste déconnectant le câble USB pour rebrancher à la prochaine sauvegarde. C'est justement les mettre dans des locales donc sécurisés, faire un registre d'accès au serveur, mettre tout ce qui va bien sur le local, donc un accès par badge, une clé, une surveillance. Et le mieux, c'est lorsqu'on peut avoir des disques rackables ou des LTO. Pourquoi? Parce qu'il suffit de sortir le disque, le mettre dans l'armoire sécurisée, on en utilise un autre ou alors le même selon les moyens. Et idem pour les LTO, puisque en dehors du risque technologique, il peut y aussi avoir du vol, des chutes qui vont endommager tous ces matériels. Donc, il faut les protéger. Tu peux passer à la suivante. Ouais, c'est bon. Donc, qu'est-ce que la vérification des sauvegardes dont je parlais tout à l'heure? Donc, réaliser les tests de restauration. Pourquoi? Alors, une fois que vous avez fait vos sauvegardes, que pour vous, elles sont valables, utilisables, il faut savoir si, en effet, elles sont réellement dans cet état-là, c'est-à-dire que vous soyez en moyen de remettre l'ensemble de vos données sur un serveur fiable en cas d'attaque, d'incident technologique. Donc, le but, c'est justement de fixer de manière annuelle, peut-être mensuelle ou voire tous les 6 mois, des tests qui vous permettent sur un lab de vérifier que tout ce que vous avez vu dans le reporting, donc les alertes et les rapports, que c'est bien valable et qu'en effet, si vous utilisez vos moyens sur lesquels vous avez sauvegardé pour restaurer, que tout refonctionnera directement. Et donc, c'est au travers de ces tests et sur lesquels il faut définir une fréquence que vous allez pouvoir être sûr que cette cassette que vous allez mettre estampillée valable, eh ben, vous l'avez testée. Et c'est important de le faire.
Quand écraser les anciennes sauvegardes? Donc, toujours la grande question et on me la pose encore souvent, même pour des entreprises qui ont des procédures de sauvegarde avérées. C'est savoir, OK, j'ai maintenant, ça coûte cher puisque les données, le volume de données que nous avons sont de plus en plus importants. Donc, on peut plus se permettre d'acheter 100 LTO pour faire l'ensemble des sauvegardes et tout ça. Donc, l'intérêt, c'est maintenant de savoir quand est-ce qu'on peut écraser les anciennes sauvegardes. Donc, ça va dépendre déjà d'une part de l'espace de stockage dont vous bénéficiez. Si tous les jours, vous sauvegardez en complète, parce que vous décidez de faire de la complète 100 gigas, mais que vous avez un disque dur d'1 Tera, forcément, on va reculer le fait de pouvoir écraser. Et plus vous allez en garder, plus c'est valable pour vous. Et vous aurez des moyens, en tout cas, de restaurer plus facilement. Ensuite, à quel moment, justement, vous faites les incrémentiels ou des différentiels comment vous allez jouer avec vos moyens de sauvegarde pour dire de pouvoir conserver le plus longtemps possible ces supports. Si vous faites des complètes et que vous manquez de place, forcément, vous allez renouveler plus régulièrement vos supports. Si vous faites des incrémentiels et des différentiels, vous allez repousser un petit peu l'échéance. Et les tests de restauration vont aussi vous permettre de valider tous les supports. C'est-à-dire, si vous faites des tests tous les 2 mois, au bout de 2 mois, une fois que vous avez fait un test et que vous savez que le support que vous venez de tester donne des données viables, vous n'avez plus besoin de garder ce qui s'est déroulé avant, puisque cette cassette peut refaire un T0 qui vous permet derrière de repartir sur les nouvelles sauvegardes. Merci beaucoup, Régis. On avait juste une petite question avant de passer à la partie pratique qu'on va faire un petit peu en express. Existe-t-il une possibilité de mettre un script qui récapitule les logs des personnes qui se connectent au serveur ou au disque de sauvegarde? Cela va dépendre de votre moyen d'authentification. Si vous utilisez de l'Active Directory, par exemple, vous avez de toute façon dans les logs système l'ensemble des connexions et vous pouvez, je serais incapable par contre de vous donner le numéro de l'événement sur lequel focaliser, mais il suffit de faire une recherche par événement, retrouver le numéro d'événement qui correspond à l'accès à tel compte et vous le verrez facilement. Si vous utilisez en revanche pas d'Active Directory, je pense qu'il y a possibilité, en tout cas depuis les postes, du poste de sauvegarde. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut, c'est surtout identifier un poste et venir sur le poste pour voir quand est-ce que c'est authentifié la dernière personne. Mais ça, ce sera l'admin de sauvegarde qui sera en mesure d'aller sur ce poste normalement pour vérifier les logs. Mais c'est assez compliqué à scripter puisque c'est malheureusement, c'est surtout avoir l'inventaire, comme on le disait tout à l'heure, pouvoir inventorier et avoir le registre des connexions. Puisqu'après, si vous utilisez des comptes génériques, c'est assez difficile à retracer, à avoir une traçabilité assez correcte quand même. Super, merci beaucoup Régis pour cette réponse. Et du coup, pour les quelques minutes qui nous restent, on vous propose un petit cas concret applicatif au sein d'une association que je vous laisse présenter. Ouais, donc du coup, c'est une association de protection animalière qui s'appelle la Société protectrice des Pokémon. Et donc, chez eux, ils ont 400 gigas de données à protéger. Ils ont aujourd'hui une sauvegarde sur un disque dur externe. Ils ont une personne qui est en fait un personnel multitâche qui s'occupe de tout ça. Ils n'ont pas de salle de serveur et ils ont bien sûr un budget possible pour sécuriser la sauvegarde environ. Donc du coup, on a une petite question pour vous, mais juste avant, Régis va juste faire un petit rappel. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc là, c'est le petit rappel sur le cas qu'on est en train de vous présenter. Voici comment se passe la sauvegarde, en tout cas dans les bonnes pratiques. On va faire du 3-2-1. Donc, comme on vous a dit, il y a 400 gigas à faire. Expliquez-nous comment vous feriez avec le budget. On ne donne pas un chiffre, hein, mais comment vous feriez pour faire une copie de sauvegarde, une sauvegarde sécurisée par rapport à l'environnement que vous avez. Donc, juste après, il y a le slide, si tu veux lire.
Donc voilà, la question c'est quelle solution envisagerez-vous du coup pour sauvegarder les données de cette association nommée Protection Animale des Pokémon? N'hésitez pas à taper du coup vos idées dans le chat et Oui. on va rapidement enchaîner pour avoir le temps de vous donner la réponse. Faire des disques redondants. Il y a une première réponse. Alors, on vous propose en tout cas 2 possibilités. Alors, dans les possibilités qu'on vous donne, bien sûr, on a fait en sorte de ne pas exploser un budget pour dire de faire une sauvegarde. Comme on l'a expliqué depuis le début du webinaire, l'objectif, c'est de vous montrer qu'avec de simples moyens, on peut faire des sauvegardes. Et donc, on a mis 2 possibilités qui restent dans des coûts assez faibles. Donc, vous avez vos données, les 400 gigas qui sont donc déjà copiés sur un disque dur externe. Que vous pouvez remplacer par un NAS, hein, comme je le mets. Et pour faire la copie secondaire, l'objectif, c'est de avoir un deuxième NAS ou un deuxième disque dur. Donc, comme on le disait, soit hors site, parce que vous êtes dans une zone où il y a des risques d'inondation, des problèmes d'électricité et tout ça, ou alors, même au sein de votre entreprise, dès lors que ce moyen, vous le déconnectez, et là, vous allez faire votre sauvegarde complète. Donc, c'est bien vos données que vous sauvegardez de manière incrémentielle ou différentielle sur un premier disque dur et ensuite, le week-end ou une fois par mois, selon ce que vous désirez, comment vous pouvez le faire, vous faites une sauvegarde complète sur un deuxième NAS. Autre possibilité, donc c'est toujours le NAS ou le disque dur. Et là, vous voulez suivre les bonnes pratiques à 100% et vous choisissez donc un moyen qui sera déconnecté de votre réseau, qui sera hors site, qui est donc le cloud. De la même manière, vous allez faire des incrémentiels et des différentiels de vos données pour les sauvegarder sur votre disque dur ou votre NAS, et ensuite faire une complète vers le OneDrive ou le Google, et ça dans la fréquence où vous pouvez la faire. L'idée, c'est l'avantage de l'utilisation du cloud, c'est en effet, on retrouve cette situation hors site que les petites entreprises, les petites startups n'ont pas toujours, n'ont pas la possibilité de mettre ailleurs que dans leur organisme. Donc, le cloud offre cette possibilité. Maintenant, voilà, il y a forcément le fait d'utiliser un prestataire et selon les données que vous avez, donc je vais notamment citer les OSE, les OIV, ce n'est pas toujours possible puisque malheureusement, OneDrive, Google n'étant pas des entreprises françaises ou européennes, on ne pourra pas faire sauvegarder toutes les données. Donc, bien faire attention aussi au statut de votre entreprise pour faire les sauvegardes vers ce genre de site. Bon, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour terminer cette petite session? Nous, on a quelques petites dernières infos à vous partager, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous laisse les poster pour Régis et Perrine. Et du coup, de mon côté, je vais en profiter pour vous expliquer la suite du programme. Donc, pour ceux qui nous ont suivis tout au long du programme Cyber for Good, c'était le dernier webinaire de contenu. Évidemment, tout est à disposition sur le site Cyber for Good que je viens juste de vous poster dans le chat. Hop. Mais du coup, pour continuer, c'est pas la fin. Il reste encore une partie du programme qui est la partie conseil personnalisé avec des experts. Chez Advance, des experts comme Régis et Perrine, il y en a plein qui sont ravis de donner de leur temps bénévolement pour vous aider et pour du coup vous permettre de répondre à des questions très concrètes du type réaliser un test de restauration, et vous aider à appréhender votre solution de sauvegarde, gérer les profils de sauvegarde, les accès aux sauvegardes. Il n'y a pas de prérequis, tout le monde peut y accéder. Effectivement, Grégoire, si vous voulez revoir votre plan de sécurité, vous pouvez tout à fait demander une rencontre d'1 heure. C'est gratuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Et il y a d'ailleurs peut-être des personnes parmi vous qui l'ont déjà fait. On a l'exemple du coup de Jean-Philippe qui a rencontré Manon à l'occasion d'une rencontre d'1 heure, une collègue de Perrine et de Régis, sur sa stratégie de sécurité sur Google Workspace. Mais les problématiques sont ouvertes, donc n'hésitez pas à le faire, on sera ravis de vous aider. Je viens de vous envoyer le petit formulaire dans le chat et je vous le renverrai ensuite par email également.
Et pour retrouver toutes les informations sur le programme cyber4good.fr, vous avez également le site dédié où vous avez les différents documents qui ont été partagés pendant les webinaires, les replays de tous les webinaires organisés et les différents liens pour vous aider. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour retrouver toutes ces informations. Et bien sûr, on reste à votre disposition. Si vous avez encore quelques minutes et des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire. On est là. Et dans le cas contraire, on vous remercie beaucoup de votre participation, de votre attention. Ça a été un plaisir d'organiser cette première saison avec vous. Et on espère vous retrouver très vite. Il y a Grégoire qui posait la question donc, concernant le plan de sécurité. Oui, bien sûr, en 1 heure, il y a possibilité de revoir ça ensemble, comme les différents sujets qu'on a pu mettre sur l'utilisation des incrémentiels, différentiels, complètes. On va voir avec vous votre plan de sauvegarde et on prendra le temps si vous avez besoin de nous. Eric demande quel logiciel de sauvegarde choisir, Time Machine, Carbon Copy Cloner. Ça va dépendre du budget et du besoin. Comme on le mettait tout à l'heure, Time Machine, c'est surtout utilisé pour les Mac de souvenirs. Il faut voir selon l'utilité que vous allez en avoir, de la manière dont vous souhaitez l'utiliser, notamment si vous souhaitez faire des incrémentiels. Tous les logiciels ne permettent pas de le faire. Il y a des logiciels qui permettent de faire que des complètes. Et donc, selon la place que vous allez avoir, vous allez tout le temps devoir écraser votre sauvegarde complète, ce qui n'est pas non plus une bonne pratique. Donc, ça peut être quelque chose qu'on peut revoir aussi pendant 7 heures de Cyber4Good, si jamais il y a besoin pour Eric. D'autant que l'heure est renouvelable. Donc, si 1 heure, ça ne suffit pas, vous avez toujours la possibilité de demander un deuxième rendez-vous. Et Fabien nous demande les outils no-code en général. J'imagine que la question, c'est est-ce qu'ils sont sécurisés? Là, j'ai pas d'exemple en tête pour pouvoir réellement répondre à la question, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pour des outils de sauvegarde, ce qu'il faut favoriser, c'est la solution qui est centrale et éviter les agents qui ont tendance à d'une part ralentir la machine, d'une part de rajouter de la surface d'attaque. Mais voilà, les no-code, j'ai pas une connaissance assez fine sur ce type d'outil pour en parler. Très bien, pour compléter, c'est une question qu'on a abordée durant le deuxième webinaire de la saison. Donc, je t'invite à regarder le replay que je viens juste d'envoyer dans le chat. Tu vas en savoir un petit peu plus. Oui, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une très belle journée. On vous remercie pour votre attention. Je vous enverrai évidemment tous les documents, les liens, etc. partagés cet après-midi par email. Et on vous dit à très bientôt pour 1 heure de conseil, on espère. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.